Jack Vance. Cycle de Chai. Le Chash. Prologue. D'un côté d'Explorateur 4 luisait une étoile sombre et vieillissante, 4269 de la Carène. De l'autre flottait une planète solitaire, d'un gris brunâtre, enveloppée dans un épais cocon d'atmosphère. La seule particularité de l'étoile était son curieux reflet ambré. Un peu plus grosse que la Terre, la planète était escortée de 2 petites lunes à la révolution rapide. Une étoile de type K2, classique, et une planète qui n'avait rien de remarquable. Mais pour les hommes qui se trouvaient à bord d'Explorateur 4, ce système était une source de stupéfaction et de fascination. Ils étaient 3 dans le poste de contrôle avant, le commandant marin, le lieutenant Deal et le lieutenant en second Walgrave. 3 hommes pimpants, sémillants, aux gestes vifs, vêtus du même irréprochable uniforme blanc, et qui s'étaient tellement fait l'un à l'autre que leurs intonations dégagées et désinvoltes, la façon à demi facétieuse avec laquelle ils formulaient leurs pensées, étaient presque identiques. Avec leur sondoscope, jumelle portative à haute luminosité dotée d'un pouvoir magnificateur considérable, ils scrutaient la planète. « À première vue, elle est habitable. » commença Walgrave. « Ces nuages sont certainement composés de vapeur d'eau. » « Si ces signaux émanent d'un monde, on peut presque automatiquement en conclure que ce monde est habité. » fit le lieutenant Deal. « L'habitabilité est une conséquence naturelle de l'habitation. » Le commandant marin émit un rire sec. « Votre logique d'ordinaire irréfutable est en défaut. Nous sommes actuellement à 212 années-lumière de la Terre. Nous avons capté les signaux alors que nous en étions à 12 années-lumière. Donc, il y a 200 ans qu'ils ont été émis. Rappelez-vous qu'ils ont brusquement cessé. Ce monde est peut-être habitable. Il est peut-être habité. Peut-être les deux. Mais pas nécessairement. » Deal eut un hochement de tête lugubre. « Avec ce raisonnement, on ne peut même pas affirmer avec certitude que la Terre est habitée. Les maigres indications dont nous disposons... » fit le communicateur. « Parlez !» ordonna Marin. La voix de Dante, l'officier de transmission, retentit dans le poste. « Oui, je reçois un champ fluctuant. Je le crois artificiel, mais je n'arrive pas à le syntoniser. Si ça se trouve, c'est peut-être qu'une espèce de radar. » Marin fronça les sourcils et se frotta le nez avec le doigt. « Je vais envoyer des éclaireurs en bas. Ensuite, nous retournerons nous mettre hors de portée. » Le commandant lança un mot code à l'adresse des éclaireurs, Adam Race et Paul Wonder. « Le plus vite possible, on nous a détectés. Rendez-vous à la verticale du système, point D, comme sur Deneb. »« Compris, commandant. À la verticale du système, point D, comme sur Deneb. Accordez-nous 3 minutes. » Le commandant marin s'approcha du macroscope et se mit à quadriller fébrilement la surface de la planète en utilisant une bonne douzaine de longueurs d'onde. « Il y a un créneau à quelque chose comme 3000 angstroms. Rien de très fameux. Il faudrait que les éclaireurs se débrouillent tout seuls. » « Je suis content de n'avoir jamais reçu une formation d'éclaireur. » remarqua le lieutenant Walgrave. « Si tel avait été le cas, on aurait pu m'envoyer moi aussi sur des planètes étranges, voire horribles. »« On ne forme pas un éclaireur, » rétorqua Deal. « Ils existent. C'est pour moitié un acrobate, pour moitié un savant fou, pour moitié un mont en l'air, pour moitié... » »« Cela fait beaucoup de moitié. »« Mais c'est à peine suffisant. Un éclaireur, c'est un homme qui aime le changement. » Les 2 éclaireurs appartenant à l'Explorateur 4 étaient Adam Race et Paul Wonder. L'un et l'autre étaient des garçons pleins de ressources, solidement trempés et possédant de nombreux talents. Là s'arrêtait leur ressemblance. Race avait quelques centimètres de plus que la moyenne, les cheveux noirs, le front large, les pommettes saillantes, des joues creuses que, parfois, un muscle faisait tressaillir. Wonder était massif, et ses cheveux blonds se déplumaient. Ses traits étaient trop banals pour qu'il fût possible de les décrire. Il était d'1 ou 2 ans plus âgé que Race. Mais ce dernier avait un grade supérieur et était par conséquent le commandant théorique de la vedette de reconnaissance, astronef miniature de 30 mètres de long, retenu sous la poupe d'Explorateur 4. Il fallut à peine 2 minutes aux 2 hommes pour y embarquer. Wonder prit les commandes, Race referma la trappe d'accès et appuya sur le bouton d'éjection. Le léger bâtiment se détacha de la vaste coque noire. Race s'assit.
Ce faisant, il enregistra comme un imperceptible mouvement à la limite de son champ visuel, et eut le temps d'apercevoir pendant une fraction de seconde un projectile gris qui filait dans l'espace, venant de la planète. Puis un gigantesque éclair rouge et blanc l'aveugla. L'accélération brutale les secoua, menaçant de les déchirer, quand Wonder actionna convulsivement la manette des gaz, et la vedette fila selon une trajectoire oblique en direction du sol. Un étrange objet flottait maintenant dans l'espace, là où s'était trouvé Explorateur 4, un instant plus tôt. Le nez et la partie arrière de l'astronef reliés par quelques débris métalliques. Entre les deux masses, flamboyait le vieux soleil jaune appelé 4269 de la Carène. Le commandant marin, le lieutenant Dill, le lieutenant en second Walgrave, les hommes d'équipage et leurs techniciens, étaient réduits à l'état d'atomes de carbone, d'oxygène et d'hydrogène errant. Leur personnalité, leur pétulance et leur jovialité n'étaient plus que des souvenirs. Chapitre 1. La vedette, matraquée plutôt que propulsée par l'onde de choc, tombait en direction de la planète gris et brun, tandis que dans le poste de pilotage, les cloisons jouaient au ping-pong avec Adam Race et Paul Wonder. Le premier, qui n'était plus qu'à demi conscient, réussit à agripper une épontille. Se hissant jusqu'au tableau de commande, il rabattit la manette de stabilisation. Au lieu de bourdonner régulièrement, les moteurs sifflaient et cognaient. Néanmoins, l'affolante rotation de l'engin se trouva graduellement freinée. Les deux hommes se traînèrent jusqu'à leur siège, où ils s'attachèrent. « Est-ce que tu as vu ce que j'ai vu ?» demanda Race. « T'étais une torpille. » L'autre approuva. « Cette planète est habitée. » Et ses habitants sont loin d'être hospitaliers. La réception manquait de chaleur. Ouais, nous sommes loin de chez nous. Race examina les rangées de cadrans inertes et de lampes témoins mortes. Apparemment, rien ne fonctionne plus. Nous allons nous écraser si je parviens pas à effectuer quelques réparations rapides. Il gagna la salle des machines en boitant et constata qu'une cellule énergétique de réserve mal arrimée avait défoncé un boîtier de connexion, dont il ne restait plus qu'un chaos de conducteurs fondus, de cristaux fracassés et d'éléments carbonisés. « C'est réparable », dit-il à Wonder qui l'avait rejoint pour évaluer les dégâts. « En 2 mois, avec un peu de chance, et à supposer que les pièces de rechange soient intactes. » 2 mois. C'est un peu long. J'estime que nous disposons de 2 heures avant de pénétrer dans les couches atmosphériques supérieures. Eh bien, au travail. 1h30 plus tard, les deux hommes contemplaient la réparation de fortune d'un œil dubitatif et chagrin. « Si nous avons de la veine, nous atterrirons en entier, » fit Race d'une voix lugubre. « Va donc mettre un peu de jus dans les propulseurs. Je reste pour voir ce qui se passera. » 1 minute s'écoula. Les propulseurs vrombirent, et Race sentit la pression de la décélération. Faisant le vœu que leur bricolage tienne le coup, au moins provisoirement, il rejoignit la cabine et se rassit. « Qu'est-ce que ça donne ?» À court terme, ça ne s'annonce pas trop mal. Nous entrerons dans l'atmosphère dans une 30aine de minutes environ à une vitesse un peu inférieure au seuil critique. Nous ferons peut-être un atterrissage en douceur, j'espère. Quant au pronostic à long terme, je suis moins optimiste. Les gens qui ont démoli l'astronef avec une torpille sont capables de nous repérer au radar. Alors ensuite... Cela n'a rien de réjouissant. Au-dessous d'eux, la planète grossissait. Un monde à la fois plus pâle et plus sombre que la Terre, baigné par une lumière brunâtre et dorée. Ils pouvaient maintenant voir des continents et des océans, des nuages et des tempêtes. Le paysage d'un monde parvenu à maturité. L'atmosphère se mit à geindre autour du vaisseau. L'index du thermomètre s'élevait à vive allure vers le repère rouge. Prudemment, Race augmenta la puissance. L'appareil ralentit. L'index tremblota et redescendit vers un chiffre moins inquiétant. Une faible explosion retentit dans la salle des machines, et la chute libre commença. « Eh ben, nous revoilà au même point, » dit Race. « À présent, nous ne pouvons plus compter que sur les freins aérodynamiques. Il vaut mieux prendre place dans les harnais d'éjection. » Il fit se déployer les ailettes latérales, actionna le gouvernail d'altitude et les ailerons directionnels. La vedette prit une trajectoire rasante.
Comment est l'atmosphère ? Demanda-t-il. Wonder passa en revue les différentes indications fournies par l'analyseur. Respirable. Voisine des normes terrestres. C'est déjà un petit quelque chose. Dans leur sondoscope, ils décelaient maintenant les détails du paysage. Ils survolaient une vaste plaine, ou une steppe, ponctuée ici et là de faibles reliefs et de traces de végétation. Aucun signe de civilisation. Laissa tomber Wonder. Par là, en tout cas. Peut-être plus loin, vers l'horizon. Ces taches grises. Si nous arrivons à nous poser, et si personne ne vient nous déranger pendant que nous remettons les systèmes de contrôle en état, tout ira bien. Mais les freins aérodynamiques ne sont pas prévus pour un atterrissage en catastrophe. Le mieux est encore d'essayer de nous mettre en perte de vitesse. Et de nous éjecter au dernier moment. Tu as raison. Wonder tendit le doigt. On dirait une forêt. Cela ressemble à de la végétation. Le coin idéal pour s'écraser. Eh bien, descendons. L'angle d'attaque de la vedette se fit plus aigu. Le paysage se rapprocha. Les frondaisons d'une forêt sombre et humide jaillirent devant eux. À 3, éjection, ordonna Race. Il mit la décélération maximale. 1, 2, 3, éjection. Les sabords de fuite s'ouvrirent, et les sièges furent catapultés à l'extérieur. Race se sentit aspiré. Mais où était Wonder ? Son harnais avait ripé, à moins que ce ne fût son siège éjectable qui eût mal fonctionné. Il était suspendu le long de la carène. Le parachute de Race s'ouvrit, balançant le rescapé d'un mouvement pendulaire. Dans sa chute, l'éclaireur heurta une branche noire et luisante. Le choc l'étourdit, et il demeura accroché aux suspentes de son parachute. La vedette poursuivit sa course à travers les arbres, laboura le sol, et s'immobilisa dans un marécage. Paul Wonder, inerte, était toujours prisonnier de son harnais. Seuls les craquements du métal brûlant et un léger sifflement, montant des entrailles de l'engin, brisaient le silence. Race bougea, agita faiblement une jambe. Une douleur déchirante s'épanouit dans sa poitrine et ses épaules. Découragé, il reprit son immobilité. Il dominait le sol de 4,50 mètres. Le soleil, comme il l'avait déjà noté, paraissait un peu moins brillant et un peu plus jaune que celui de la Terre, et les ombres avaient des tonalités ambrées. L'air fleurait un arôme de résine et d'essence inconnue. L'arbre dont il était captif avait des branches noires et luisantes, un feuillage sombre et cassant qui crissait à chacun de ses mouvements. De là-haut, il distinguait le sillon irrégulier aboutissant au marais, où la vedette gisait presque horizontalement. La figure de Wonder suspendue au sabord d'éjection reposait à quelques centimètres de la vase. Si l'appareil s'enfonçait, ce serait l'étouffement, au cas où Wonder fût encore vivant. Frénétiquement, Race tenta de s'extraire de son harnais. La douleur lui donnait le vertige et la nausée. Il n'avait plus de force dans les mains, et quand il leva les bras, quelque chose craqua dans ses épaules. Il était dans l'incapacité de se libérer, et encore plus d'aller porter secours à Wonder. Celui-ci était-il mort ? Race ne pouvait le dire avec certitude. Il avait l'impression que Wonder avait imperceptiblement bougé. Race regarda intensément. Wonder glissait, lentement dans le bourbier. Il y avait dans le siège éjectable une trousse de survie, des armes et des outils. Avec ses os rompus, Race ne pouvait lever les bras pour atteindre la boucle. S'il se détachait de son parachute, il tomberait et se tuerait. Mais tant pis. Épaule cassée ou pas, clavicule fracturée ou pas, il fallait qu'il ouvre le siège éjectable, qu'il s'empare du couteau et du rouleau de corde. Un bruit s'éleva tout près. Du bois claquant contre le bois. Race interrompit ses efforts, se figea. Une troupe d'hommes armés de rapières d'une longueur fantastique et de lourdes catapultes portatives s'approchait d'un pas tranquille, presque furtif. Race écarquilla les yeux de stupéfaction, se demandant s'il n'était pas victime d'une hallucination. Le cosmos avait, semble-t-il, un faible pour les races bipèdes plus ou moins anthropoïdes. Mais il s'agissait là d'hommes véritables, aux traits rudes et puissants, à la peau couleur de miel, aux cheveux blonds. Blonds dorés, blonds cendrés, blonds semés de gris, et aux épaisses moustaches tombantes accoutrées de vêtements compliqués. Larges pantalons rayés de noir et de marron, chemises bleues ou rouges foncées, gilets de côte de maille, courte cape noire.
Il portait un couvre-chef de cuir noir, crêpé à l'oreille, dont le devant, surélevé, formant comme un diadème, était orné d'un emblème d'argent de 10 centimètres de large. Race les observait, médusé. Des guerriers barbares, une bande de forbans en maraude. Mais pourtant c'étaient des hommes authentiques. Ici, sur cette planète inconnue, à plus de 200 années-lumière de la Terre. Ils passèrent au pied de l'arbre, de leur allure silencieuse et furtive, et s'arrêtèrent sous le couvert des ombres pour examiner la vedette. Puis leur chef, un guerrier plus jeune que les autres, à peine adolescent et qui n'avait pas de moustache, avança à découvert et scruta le ciel. 3 hommes plus âgés le rejoignirent, qui se mirent eux aussi à explorer les cieux avec la plus grande attention. Leur casque était surmonté de boules de verre rose et bleu. Enfin, le jeune homme fit un signe, et le reste de la troupe se dirigea vers l'épave. Paul Wonder leva une main, en un geste de salut débile. L'un des hommes au casque agrémenté d'une boule de verre pointa sa catapulte, mais, obéissant à l'ordre crié par l'adolescent d'une voix rageuse, il la rabaissa d'un air renfrogné. Un guerrier coupa les suspentes du parachute et Wonder tomba sur le sol. Le jeune homme lança d'autres ordres. On souleva le blessé, et on le transporta jusqu'à un endroit sec. L'intérêt du jeune garçon se porta de nouveau sur le vaisseau spatial. Hardiment, il en escalada la coque, et se pencha au-dessus des sabords d'éjection. Les anciens, porteurs de globes roses et bleus, regagnèrent le couvert en grommelant sous leurs grosses moustaches et en jetant à Wonder des regards furibonds. L'un d'eux porta vivement la main à son emblème, comme si l'objet avait tressauté ou émis un son. Aussitôt, comme aiguillonné par ce contact, il marcha à grands pas vers Wonder, sortit sa rapière et fit un moulinet. Horrifié, Race vit la tête de son camarade se détacher du torse et des flots de sang imbiber la terre noire. Le jeune homme parut deviner ce qui s'était passé, et il se retourna. Poussant un cri de fureur, il se laissa choir sur le sol et avança vers le meurtrier. À son tour, il brandit sa rapière. La lame flexible cingla l'air et trancha l'emblème ornant le casque de l'autre. L'adolescent ramassa l'insigne, sortit de sa botte un couteau avec lequel il entailla sauvagement le métal mou et argenté avant de lancer l'objet au pied de l'assassin, tout en l'abreuvant d'injures. Dompté, le guerrier reprit son bien et Mossad alla se mettre à l'écart. Un très lointain vrombissement s'éleva. Les guerriers, réponse cérémonielle ou réaction de peur et de mise en garde mutuelle, émirent un léger ululement et se replièrent rapidement à l'intérieur de la forêt. Un appareil aérien, volant à basse altitude, surgit dans le ciel. Après avoir décrit plusieurs cercles, il se posa. Il était long de 15 mètres et large de 6. Sa poupe se hérissait d'un belvédère surchargé d'ornements faisant office de passerelle de commandement. À l'avant et à l'arrière se dressaient des hampes torsadées auxquelles se balançaient de grandes lanternes. Penchés au-dessus de la courte balustrade servant de bastingage, les 2 douzaines de passagers qui se bousculaient et jouaient des coudes semblaient en grand danger de tomber. Race, hébété, suivait avec fascination la manœuvre quand l'appareil se posa à côté de la vedette. Les passagers sautèrent précipitamment à terre. Il y en avait de 2 sortes, des non-humains et des humains, encore que la différence ne fût pas immédiatement perceptible. Les non-humains, Raves devait apprendre qu'on les appelait les chaches bleues, avançaient d'un air compassé, sur une paire de jambes massives et courtes. Ils avaient un corps épais et puissant, recouvert d'écailles cornées, comme celui d'un pangolin, aux méplats bleus et pointus. Leur torse, en forme de coin, possédait des épaules chitineuses, se recourbant pour former une carapace dorsale. Leur crâne s'achevait par une arête osseuse. Un bourrelet orbital saillant supplombait 2 cavités oculaires où brillait un regard métallique au-dessus d'un orifice nasal complexe. Les hommes ressemblaient autant aux chaches bleues que leur permettait l'hybridation, l'artifice et l'imitation. Ils étaient petits, trapus, leurs jambes étaient cagneuses, leur visage carré, presque dépourvu de menton, leurs traits comme écrasés. Ils étaient affublés d'espèces de casques postiches pointus formant une crête. Leurs pourpoints et leurs culottes étaient incrustés d'écailles. Les chaches et les hommes chaches se précipitèrent à pas de course vers la vedette, tout en échangeant des cris flûtés et liquides. Quelques-uns escaladèrent la coque et jetèrent un coup d'œil à l'intérieur, tandis que d'autres examinaient les restes de Paul Wonder, qu'ils finirent par transporter à bord de leur engin volant.
Du belvédère de commande jaillit un beuglement qui devait être un signal d'alarme. Chash Bleu et Homme Chash levèrent les yeux au ciel, puis allèrent précipitamment l'appareil sous les arbres afin de le camoufler. Et la petite clairière retrouva de nouveau sa quiétude. Plusieurs minutes s'écoulèrent. Race ferma les yeux et se mit à songer à l'affreux cauchemar qu'il vivait, espérant qu'il se réveillerait bientôt en toute sécurité à bord d'Explorateur 4. Un fracas de moteur l'arracha à sa torpeur. Un autre appareil tombait du ciel. Un engin volant qui, à l'instar du premier, était un défi aux règles de l'aérodynamique. Il se composait de 3 ponts, d'une rotonde centrale, d'un balcon de bois noir et de cuivre, d'une proue en volute, de coupoles d'observation percées de meurtrières, et d'un aileron vertical frappé d'un emblème noir et or. Tandis que le vaisseau tournait en rond, ceux qui en occupaient les ponts examinaient la vedette avec une fastidieuse minutie. Les uns étaient des créatures non humaines, de haute taille, maigres, glabres, d'une pâleur de parchemin, au maintien à la fois sévère, languissant et élégant. Les autres, apparemment leurs subordonnés, étaient des hommes, bien qu'ils eussent les mêmes membres et le même torse grêle, le même visage allongé de mouton, le même crâne chauve, les mêmes attitudes affectées et contrôlées. Tous portaient des costumes compliqués et pleins de rubans, de volants et de bouillons. Race apprendrait par la suite que les non-humains étaient les Dirdir, et leurs vassaux, des hommes Dirdir. Mais pour l'heure, abasourdi par l'ampleur de la catastrophe dont il était victime, il n'accordait au somptueux vaisseau Dirdir qu'une curiosité superficielle. Toutefois, l'idée lui vint que c'étaient ces grands êtres pâles, ou ceux qui se trouvaient là un peu plus tôt, qui avaient détruit Explorateur 4, et que les 2 groupes avaient de toute évidence décelé l'arrivée de la vedette. Les Dirdir et les hommes Dirdir examinaient celle-ci avec un vif intérêt. L'un d'eux attira l'attention de ses congénères sur les traces laissées par le navire Chash, découverte qui déclencha aussitôt le branle-bas de combat. Instantanément, des jets d'énergie d'un blanc pourpre jaillirent de la forêt. Des Dirdir et des hommes Dirdir s'écroulèrent en se tordant convulsivement tandis que les Chash et les hommes Chash chargeaient. Les premiers utilisaient des armes à feu, les seconds des grappins qu'ils lançaient en direction du vaisseau. Les Dirdir contre-attaquèrent avec leurs armes de poing, d'où fusait un éclair violent et des arabesques de plasma orange. Un brasier de pourpre et d'orange consuma Chash et Homme Chash. L'appareil Dirdir tenta de décoller, mais les grappins le retinrent captif. Les hommes Dirdir les tranchèrent à coups de poignard, les brûlèrent avec leurs pistolets à énergie. Et le vaisseau finit par s'élever, salué par les cris flûtés des Chash désappointés. À une 30aine de mètres du marais, les Dirdir sabrèrent la forêt en se servant de puissants faisceaux à plasma, y ouvrant une série de trouées d'où montait une odeur nauséabonde. Mais ils ne réussirent pas à anéantir l'engin des Chash, qui, maintenant, mettaient en batterie leurs propres canons. Le premier projectile manqua sa cible, mais le second creva la coque du vaisseau, qui se mit à pivoter sur lui-même avant de s'élever en chandelle, zigzagant, tanguant, tressautant comme un insecte blessé. Il se retourna sans dessus-dessous, reprit son aplomb, tandis que Dirdir et Homme Dirdir dégringolaient, gerbes de taches noires rayant le ciel couleur d'ardoise. Le bâtiment piqua vers le sud, puis mit le cap à l'est, et disparut bientôt au regard. Les Chash et les hommes Chash sortirent du sous-bois pour voir s'éloigner le vaisseau Dirdir. Leur engin glissa hors de la forêt, plana au-dessus de la vedette. On lança des grappins, et l'épave fut arrachée au marais. Chash et Homme Chash embarquèrent, et la vedette accrochée sous son ventre, le vaisseau prit son vol en direction du nord-est. Du temps passa. Race, toujours maintenu par son harnais, était à peine conscient. Le soleil se coucha derrière les arbres, et l'obscurité envahit le paysage. Les barbares réapparurent. Ils gagnèrent la clairière, procédèrent à une inspection superficielle, scrutèrent le ciel et repartirent. Race alors poussa un cri rauque. Les guerriers saisirent leurs catapultes, mais d'un geste furieux, le jeune chef leur commanda de ne pas bouger. Il lança des ordres. 2 hommes montèrent à l'arbre, coupèrent les suspentes du parachute, laissant le siège électable et le matériel de survie de Race se balancer au milieu des branches. On descendit alors Race sans ménagement, et il faillit tomber en syncope quand son épaule racla le sol. Il voyait des silhouettes s'agiter au-dessus de lui, entendait des paroles.
consonne rude et voyelle appuyée. Il sentait qu'on le soulevait, qu'on le déposait sur une litière. Des pieds se mirent à marteler le sol. Il oscillait à leur rythme. Puis il s'évanouit ou s'endormit.